Bienvenue au Polysécure, épisode destiné aux PME. Je suis accompagné de Dominique. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Dominique Derrier, je suis CISO depuis plusieurs années dans différentes entreprises et j'ai rejoint récemment une entreprise Neotrust qui se déploie en Nord-Amérique, qui a une présence en France et qui se déploie en Nord-Amérique. On est adressé dans l'accompagnement CISO, V-CISO pour des entreprises, pour des PME. Très intéressant et justement, c'est le sujet qu'on va aborder. La présence de sécurité dans les PME. Comment les adapter, comment le prendre, la présence d'un V-CISO, d'un CISO par exemple, et tous ces éléments-là qui sont fondamentaux dans notre perception d'experts en cyber dans les entreprises. En grande entreprise, ça se va bien, mais en PME, c'est un autre univers, c'est un peu plus complexe à certains égards. Je vais te laisser commencer là-dessus. Je pense qu'il suffit d'ouvrir le journal, d'écouter les nouvelles, d'écouter sa TV. Aujourd'hui, la cybersécurité, la sécurité, c'est pas une option. Ça fait plusieurs années qu'on l'explique, qu'on essaye de rendre ça accessible. Les gens qui sont dans la partie TI, qui sont des technologues, comprennent ces éléments-là. Les gens qui sont dans des couches de gestionnaires, de management, de patrons d'entreprise, qui veulent faire grossir leur entreprise, qui veulent développer leurs activités, c'est moins familier, ils sont moins familiers avec ça. Ils voient que les effets négatifs de la cybersécurité, ils voient les accidents qu'on voit dans les nouvelles. C'est ça, il voit tout le côté qui est, on va dire, grand public, qui est largement communiqué et donc plus facile à percevoir. En même temps, c'est un peu épeurant comme univers parce que on ne sait pas par où commencer, puis on ne sait pas dans quelle portée on en a vraiment besoin, parce que le mythe qu'on entend régulièrement, j'ai rien à cacher, j'ai rien d'important, les gens ne s'intéresseront pas à moi, est quand même très vivant dans la population générale et incidemment dans les plus petites entreprises, les PME, entre autres. Là. Oui, on pense que c'est toujours chez les autres. Hein. On pense que c'est le plus gros qui va se faire attaquer. La Russie veut pas. Alors, faudrait pas dire de nom de pays, ce serait pas très, très, très judicieux. Là, je veux pas de problème. Mais un État étranger nous veut du mal. On est perdu peut-être près du lac Saint-Jean ou. Mais aujourd'hui, en fait, la question c'est est-ce que vous générez de la valeur? Si l'entreprise génère de la valeur, a de la valeur, que ce soit de la propriété intellectuelle, que ce soit son bassin de clients, sa clientèle habituelle, son savoir-faire, génère de la valeur, eh bien, elle est une cible pour des cybercriminels. Là où il y a de l'argent à voler, là où il y a quelque chose à voler, il y a des méchants, il y a des cybercriminels qui vont s'organiser pour venir récupérer des informations que vous volez. Oui, c'est exactement ce que tu mentionnes, c'est que les groupes criminalisés ont basculé du monde réel au monde virtuel parce que, ça présente moins de risques, il y a de l'argent, il y a de la valeur et c'est d'autant plus facile que tout le monde maintenant est relativement branché, d'autant du citoyen, la PME, la grande entreprise. Donc, chacun a une exposition dans cet univers-là, donc peut être utilisé. L'exemple que je pourrais nommer par rapport à ça, il y avait un groupe de malveillants d'un pays que je ne me rappelle plus. Et ça n'a pas d'importance dans l'absolu. Ça en est pris à tous les dentistes, par exemple. C'est devenu leur modèle d'affaires, c'était de voler les dentistes. Un dentiste, généralement, c'est une TPE, une très petite entreprise. Et ils s'en sont pris à eux autres parce que les dentistes ont de l'argent. Donc, eux autres, les valeurs ne sont intéressés qu'à l'argent. Donc, du moment qu'on a de la valeur et incidemment de l'argent, on est une cible potentielle à ce genre de choses-là. Puis on le voit largement dans les médias avec le vol de données, qui aussi, c'est de la valeur qu'on sous-estime à bien des égards. Malheureusement, pour les PME, c'est sous-estimé, mais bref. Mais cela étant dit, puis ça, c'est des exemples, il faut aussi mesurer parce que c'est pas, on n'installera pas les mêmes sécurités par rapport à ce qu'on a ou nos besoins. Il faut vraiment évaluer nos besoins. Là. Et c'est là qu'il est important de faire ce premier exercice d'introspection, ou en tout cas de se connaître, quelque chose qui est vraiment important et que souvent on ne prend pas. Prenons un exemple un peu simple. Quand on a une coupure d'électricité qui dure, on a eu un peu de gel, on a eu on se rend compte que quand on n'a plus d'électricité, alors les 15 premières minutes, on est capable de vivre, on va ressortir des petites lumières, des petites bougies, etc. Mais on va vite se rendre compte que sans électricité, il y a énormément d'éléments
qui ne fonctionne plus. Alors, vous pouvez imaginer ça dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'une activité. Qu'est-ce qui se passe s'il va me manquer mon outil informatique? J'ai l'habitude, je donne des fois quelques conférences et je pose la question, est-ce que quelqu'un gère qui est une entreprise informatique dans la salle? Et normalement, tout le monde doit lever la main parce que c'est pas vrai. Vous avez tous Teams ou Google Meet ou un outil, vous avez peut-être un ERP, vous avez vos fichiers de comptabilité. Vous êtes toutes les entreprises sont des entreprises TI, un peu TI, beaucoup TI, alors que c'est pas le cœur de métier. Et donc, il faut se connaître et savoir quels sont les éléments essentiels qu'on ne peut pas perdre pour pouvoir les protéger. Oui, puis c'est très difficile, puis c'est très abstrait. Puis ton exemple est très parlant. Et ça l'amène au fait que les gens perçoivent que le simple petit ordinateur qu'il y a sur le bureau n'a peu ou pas de valeur de son fonctionnement, quand dans les faits, c'est aussi important que le local dans lequel on se situe, que l'électricité, comme tu mentionnais, qui nous permet de fonctionner, et tous ces éléments-là qui donnent une valeur à l'entreprise. Mais c'est abstrait, donc c'est un peu plus difficile à concevoir. Quand on voit l'informatique, c'est des 0 et des 1 qui passent sur des fils électriques. C'est impossible à voir, sauf si vous avez un microscope qui est capable de voir les éléments. Ça ne se voit pas. Donc, pour la majorité des gens, c'est quelque chose de très abstrait, c'est quelque chose de très loin. Puis, l'humain étant l'humain, quand on ne comprend pas, quand on ne voit pas, on pense que ça n'existe pas, on se met un peu des œillères et donc on ne traite pas, on a du mal à reconnaître ces éléments-là. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas les protéger. Si vous ne savez pas que vous avez des fenêtres ouvertes dans votre maison, vous n'allez pas les fermer. Si vous ne savez pas où sont les fenêtres ou comment les fermer, vous n'allez pas les fermer. Donc, il y a tout un travail qui est à faire et qui n'est pas dispendieux ou qui n'est pas incroyable. Il y a des premiers éléments que vous pouvez faire très simplement dans vos entreprises, dans les entreprises, de identifier. Alors, il y a un terme technique dans les gens de sécurité, l'identification des assets, des actifs essentiels, des biens essentiels. Oui, c'est des mots un peu très pour des érudits de cybersécurité, mais tout le monde est capable de faire ces inventaires-là, de se mettre dans la situation, ok, si demain j'ai un problème, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour faire tourner mon entreprise, pour que les gens puissent rentrer, mettre le clock-in, clock-out, le système d'entrée dans l'entreprise, le système de paye, les éléments qui sont critiques, votre propriété intellectuelle, vos carnets de livraison, vos carnets de commandes. Donc, c'est pas nécessairement difficile. Il faut arriver à se poser les questions, se faire accompagner si vous avez besoin, mais ces premiers éléments vont pouvoir donner des points de départ pour dire, ok, ça, c'est ça qu'il faut regarder, c'est là où il faut que je mette mon attention. Parce que si je perds ça, c'est là où ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va être... il va falloir travailler fort, ou même des fois, si on a tout perdu, c'est peut-être ça qui peut être dramatique. Tout à fait. Puis un exemple aussi dans du monde réel, puis c'est ça aussi pour faire le lien. Dans le numéro de carte de crédit est un bel exemple. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui ont goûté au fait de s'être fait frauder sur une carte de crédit, puisque c'est rendu une industrie très, très lucrative et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Du moment que c'est arrivé, moi, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises que je me suis fait frauder ma carte de crédit. Tout le chemin qui va avec ça, tout le fait de devoir perdre ta carte, de tout réassigner les choses, de devoir vivre pendant 2 à 3 semaines sans cette carte-là, et ainsi de suite, est quand même une douleur assez importante. Et quand on est capable de comprendre la douleur associée, puis c'est peut-être ça aussi, les gens ne voient pas la douleur de perdre ses comptes clients, la douleur de perdre d'autres choses. Maintenant, il va y avoir des douleurs légales qui s'en viennent avec la loi 25 au Québec. En Europe, le RGPD roule déjà depuis plusieurs années. Et si vous allez sur le registre des amendes qui sont versées au RGPD, on peut constater très facilement qu'il y a énormément d'entreprises qui sont visées. Ce n'est pas juste les Google de ce monde ou Facebook de ce monde qui sont affectés par ça. C'est plus spectaculaire. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de PME qui payent des 4, 5, 10 000 $ d'amende régulièrement parce qu'ils n'ont pas respecté. Fait que tout ça, ces risques-là qui sont intangibles, demeurent quand même présents dans l'environnement des PME et peuvent leur causer des soucis financiers importants. Et c'est là aussi que le souci financier est quand même un des véhicules
de sensibilisation facile pour les PME parce qu'ils n'ont pas des millions de dollars à verser dans le feu parce qu'ils ont eu une amende, parce qu'ils ont mal fait quelque chose, ou ils ont perdu des journées de production, ou et ainsi de suite. Là. Le volet financier, c'est clair. Hein. C'est une perte sèche sur le compte de résultat. Hein. C'est dans les bénéfices nets. Un incident de sécurité, ça vient voler votre bénéfice net. Votre EBITDA, on peut prendre des termes comptables. Et puis, ça, si vous voulez revendre votre entreprise, quand l'EBITDA est réduit, généralement, la revente, c'est des multiplicateurs de l'EBITDA. Donc, un accident descend l'EBITDA, descend la multiplication. Donc, la valeur de l'entreprise peut être impactée très fortement. Donc là, si vous avez des actionnaires, c'est clair qu'ils vont pas être très contents. Si l'actionnaire, c'est l'État ou c'est... vous allez être regardé, peut-être avoir d'autres éléments. Donc, encore une fois, il faut regarder les essentiels pour pouvoir les protéger. Et puis après, quand on a ces essentiels-là, on va faire, une fois qu'on les a identifiés, on va faire ce qu'on appelle du traitement du risque. Alors, il y a 4 grandes méthodes pour faire le traitement du risque. Il y a la première qui est commune, hein, c'est on se ferme les yeux, puis on ignore. On dit « c'est risqué, mais bon, je vais faire comme si je ne vais pas le faire ». Donc là, c'est ceux qui aiment jouer beaucoup à la roulette russe. Hein. Donc voilà, on ne peut pas faire attention. Celle-là est d'autant plus dangereux maintenant qu'il l'a déjà été parce que avant, c'était peu probable parce qu'il y avait peu d'attaquants. Comme il y a eu une industrialisation, puis surtout depuis le confinement, il y a eu une énorme industrialisation, une augmentation massive. Là, la probabilité qu'on se fasse prendre par peu importe le groupe criminalisé, il est quasi à 100% sur l'espace des 12 prochains mois. Donc, si on ne fait pas attention, c'est sûr qu'on va finir par se faire attraper dans les filets. Là. Ignorer, vous avez le droit de l'évoquer 5 minutes, et puis hop, on suit le sujet. Ce n'est pas une option. Le deuxième, ça va être, on sait ce qu'on a à faire, on va faire du traitement, on va essayer de réduire mettre des protections, réduire nos vulnérabilités. Là, on parle d'hygiène informatique de base. Hein. Je suis désolé, on revient sur l'application des Rusties, on revient sur du MFA, du Multi-Factor Authentication. Il y a quelques années, c'est compliqué, il fallait appeler une compagnie à 3 lettres, avoir des petites calculettes, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment rendu très commun et c'est quelque chose de... C'est comme une clé, c'est comme une barrure de porte. C'est tout le monde l'utilise. C'est essentiel. Puis heureusement, les grandes compagnies, dont Google, parce que c'est celle qui me vient en tête, qui l'a imposé à ses utilisateurs. Donc, de cette imposition-là qui est en soi malheureuse, mais heureuse, c'est-à-dire que là, on aide les gens à se sortir du pétrin. Mais en général, il faut aller beaucoup plus vite que ces tactiques-là parce que les autres, quand Google agit, c'est parce que c'est rendu endémique, c'est rendu un problème majeur. Donc, ils sont rendus au point où il faut qu'ils règlent leur problème d'image pour eux autres. Ils font ça pas pour les utilisateurs, ils font ça pour eux autres. Donc, dès lors, ces éléments comme ça, puis le cas classique des comptes Facebook sont utilisés par les entreprises et qui se font voler parce qu'ils n'ont pas de MFA ou le MFA est mal configuré. C'est un bel exemple de ça. Et là, ça fait mal pour de vrai parce que la capacité d'avoir des revenus, elle est complètement anéantie. Et puis, on peut avoir des scénarios, des histoires, et on pourrait s'en compter très longtemps sur des histoires. Il y en a beaucoup, mais en même temps, ça a peu d'effet sur le changement des habitudes. Là, c'est toujours aux voisins que c'est pas moi, ça m'arrivera pas, et ainsi de suite. Mais ces exemples-là existent quand même, puis c'est très réel. Le traitement du risque pour réduire les probabilités d'accident sur les actifs essentiels, sur ce qui a vraiment de la valeur dans l'entreprise, sur ce dont on ne peut pas se passer pour faire fonctionner les activités. Et encore une fois, propriété intellectuelle, nos main-d'œuvre, nos employés qui sont là, la connaissance, c'est des choses qui sont... ça paraît un peu... comme on le fait par habitude, on oublie que c'est l'essentiel de l'entreprise parce que c'est le quotidien. Tout à fait. Puis une des façons de le faire, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui nous arriverait si on perdait le contrôle de ces éléments-là, soit c'est fuité, on la perd, on n'a plus accès, ou encore si ça tombe dans les mains d'un compétiteur parce que l'information a été divulguée sur le dark web, par exemple. C'est un élément qui aide à mettre de l'importance sur l'information de laquelle on dispose, que si on en perd le contrôle, quel est le préjudice qu'on va subir. Là.
Donc, réduire. Après, il y a une autre solution qui est transférer le risque à quelqu'un. Je ne dis pas débarrasser le risque. Hein. Le but, c'est pas de l'envoyer à quelqu'un puis on n'en pense plus parce qu'on en reste toujours responsable, mais de transférer avec de la contractualisation, avec de la vérification, avec quelqu'un qui a des cadres normatifs, qui suit des bonnes pratiques, parce qu'on n'est pas capable de le faire, on a un peu peur de le faire mal, ou c'est clairement pas le métier de sécuriser. Quelqu'un qui fabrique des chaussures, c'est pas un expert de cybersécurité. Pourtant, il faut qu'il en ait, donc il va transférer. Et puis, si on prend l'exemple dans le monde réel, un gardien de sécurité avec un chien qui fait le tour du bâtiment, c'est pas la vocation du fabricant de chaussures de faire ça. Je pourrais prendre un fabricant de bière si on était à l'heure de l'apéritif, là, mais peu importe, c'est le même principe, c'est si vous n'êtes pas capable de le faire, faites affaire avec quelqu'un qui est capable de le faire, puis ce sera moins cher de faire ça que de faire un learning curve, que de l'apprendre pour l'intégrer dans vos équipes. Oui, puis un des exemples comme ça, qui est moins dans le monde physique, mais quand même dans le monde financier, c'est les cartes de crédit, que généralement, la plupart des entreprises, les petites entreprises vont déléguer un processeur là, à une compagnie qui ne fait que ça, que c'est son travail de sécuriser les choses de carte de crédit, puisque dans ce cas-ci, il y a des exigences légales plus contractuelles que légales qui accompagnent le fait de devoir traiter des cartes de crédit. Donc, s'il y a des pénalités, il y a des éléments, puis des fonds, le fournisseur de carte de crédit peut littéralement nous empêcher d'accepter les cartes de crédit parce qu'on n'a pas respecté ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est un bel exemple. On en voit quelque chose qui est compliqué, qui demande beaucoup d'efforts à un commerce qui a 3 personnes puis qui n'a clairement pas les moyens de mettre ça en œuvre et qui va justement le mettre dans les mains d'un tiers justement pour se transférer à quelqu'un d'autre tout le fardeau qui est associé à ça. On garde quand même la responsabilité. Il faut faire attention, on ne se débarrasse pas, on garde quand même la responsabilité ultimement. Et puis ça, dans la loi C25, si vous collectez des données et que vous les confiez à un tiers qui fait le traitement, vous êtes quand même vous êtes en première ligne parce que c'est vous qui avez initié la récupération d'informations. Oui, et d'ailleurs, si on avance sur le petit volet loi 25, c'est un des aspects qu'on conserve la propriété de l'information, même si on l'a fait traiter ailleurs. Et elle est très problématique parce que déjà, même les grandes entreprises ont de la difficulté à comprendre qu'ils ont la responsabilité de l'information qu'ils ont en main. Et il y a encore moins de compréhension quand l'information est sortie du périmètre de l'entreprise. Et là, non, on a envoyé ça ailleurs. Non, c'est nous qui avons collecté, donc on est les premiers selon la loi à devoir répondre. Si on n'a pas vérifié si notre sous-traitant traite correctement l'information. Et donc, on a le devoir de prouver qu'on a fait la vérification adéquate. Et si on l'a fait, le transfert, le fardeau est transféré la responsabilité sur l'autre de devoir affronter le chien de garde normatif. Mais si on n'a pas fait de la vérification, on demeure... sinon, c'est un petit peu trop facile de pousser chez le voisin ses problèmes, les repousser. Ce sera un petit peu trop facile. Et le dernier point, quand on veut traiter le risque, on supprime l'activité qui est problématique. Et puis là, la loi 25, je pense que c'est un très bon exemple. On stocke, vous savez, les data, les données, c'est la nouvelle course à l'or. C'est mieux que l'or, c'est mieux que le pétrole. Les données, c'est ce qui a de la valeur. Ça permet de faire marcher des machines d'intelligence artificielle, du machine learning, etc. Tous ces grands mots très tendance, très cool. Mais récupérer énormément de données, si vous n'avez pas besoin de tel type de données, vous avez peur de perdre des données d'employés qui ne travaillent plus depuis 10 ans dans votre entreprise, vous les supprimez. Vous supprimez des éléments parce que si vous les gardez, il va falloir... C'est un risque et donc il va falloir traiter, il va falloir mettre des mesures de protection. Vous allez faire des économies sur votre matériel, des économies sur le traitement, puis vous allez limiter votre risque parce que si vous n'avez pas besoin, vous supprimez. Ça paraît du bon sens. On parle de gros bon sens, qui est l'expression Steve chère à Steve Waterhouse. C'est du gros bon sens, mais comme c'est des 0 et des 1, des fois, le gros bon sens, on pense qu'il ne s'applique pas. Oui, parfois, oui. Puis c'est un peu, j'ai l'impression que les humains sont essentiellement des écureuils avec l'information, fait qu'on conserve de façon démesurée des informations sur le principe que peut-être qu'en auront besoin un jour. Dans la réalité, non, faites pas ça. Et justement, la loi 25 vient rajouter un coût énorme à conserver ces informations-là, puisque maintenant, on doit mettre des mesures
à ce genre de choses-là. Puis je suis un exemple parce que je suis une TPE. Quand j'ai commencé à voir les choses, j'ai pris panique, puis j'ai littéralement nettoyé tout ce qui pouvait potentiellement, de proche ou de loin, être affecté là-dedans. Fait que j'ai fait un ménage très, très important. Ça m'a obligé à cette hygiène-là et maintenant, je me sens mieux. Écoute, tu vois, ça va être l'automne, là. Faut que je débarrasse mon cabanon, tu vois. Faire du clean, ça va être bien. Ben, faites pareil avec vos données, vous allez voir, c'est assez fantastique. Et puis, finalement, on n'y retourne pas souvent dans ces données qu'on collectionne. Des collectionneurs, des boulimiques de la collection de données, c'est... d'expérience, non, j'ai jamais littéralement retourné dans rien. Si j'ai conservé plus qu'un an, ça ne sert plus à rien. C'est juste bon pour les poubelles. Puis c'est comme ça. Puis, parce que l'information se périme assez vite aussi. Là. Mis à part, il y a quelques cas particuliers, hein, les données bancaires qui sont sauvegardées 7 ans. Il y a des données médicales cadre légal qui nous oblige. Exactement. Mais au-delà de ça... mais ils sont rares les gens qui sont dans ce domaine qui sont soumis à ça. C'est ça. Et il y a une question qui arrive aussi, Nicolas Loïc, c'est est-ce qu'on identifie le risque, on se dit on va faire du traitement, on le supprime, on le transfère, on est capable de faire, mais est-ce que ça nous prend des spécialistes de sécurité? Et c'est là la question pour une TPE, une PME, est-ce que ça prend un spécialiste de sécurité? C'est une question qui est très difficile à répondre. Puis la question sous-jacente à ça, est-ce que ça coûte cher à faire avec un expert en cybersécurité? Puisqu'on a souvent l'impression que c'est des gens qui sont payés à très gros salaires, donc incidemment qui sont très, très peu abordables pour une PME ou une TPE. Là. On fait appel à un expert en cybersécurité. C'est comme faire de l'automédication ou d'aller sur un site Doctissimo, on va décrire nos symptômes, puis on va avoir quelque chose, ça peut fonctionner, c'est pas recommandé, puis je le recommanderai pas, même. C'est pas, quand on est malade, il faut aller voir un médecin, ou quand on a besoin d'un conseil, c'est bien d'aller voir un expert. On n'est pas obligé d'embaucher un expert à l'année longue. Vous n'allez pas embaucher un médecin juste parce que vous avez éternué, puis c'est parce qu'il y avait un petit peu de pollen et c'est le chat qui est passé par là. Vous n'allez pas embaucher un médecin, mais vous allez peut-être, si jamais ça revient, demander conseil, faire aiguiller, puis c'est là où il y a un plan qui peut se faire et qui peut s'aborder. Et sur la question de est-ce que c'est cher ou pas, en fait, les solutions de cybersécurité ou l'appel à un conseil en cybersécurité, c'est abordable puisque si vous avez identifié ce qui a de la valeur dans votre entreprise, qu'il y a du risque, vous êtes capable de mettre une fraction de ce prix-là pour avoir le conseil. C'est pas vrai, vous n'allez pas me dire que l'assurance de votre appartement, de votre maison, vous allez dire c'est un peu trop cher. Vous l'avez assuré à la valeur des biens qui étaient à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de votre appartement. Vous n'allez pas payer plus cher que la valeur que ce qu'il y a, et puis vous n'allez pas payer moins cher parce que le jour où il y aura un problème, vous êtes remboursé. Donc, si on fait bien, si on se connaît bien, si on connaît bien nos assets, nos informations essentielles à l'intérieur de l'entreprise, si on se dit ok, ça c'est inadmissible, il faut absolument que ce soit traité, le conseil va être en adéquation avec ces éléments-là. Oui, effectivement, puis c'est là où ça vient d'un peu déboulonner l'impression que c'est très dispendieux. C'est qu'on en prend la hauteur de nos besoins d'un accompagnement en cyber. Il y a beaucoup de firmes d'ailleurs qui se spécialisent dans ce genre d'accompagnement-là. Et de ton rôle, tu as déjà fait et tu fais encore, je crois, le rôle de V-CISO qui est de l'accompagnement un peu plus haut niveau, mais qui guide les entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer quelqu'un à temps plein. Puis il n'y a pas de raison non plus de se payer quelqu'un à temps plein. Là. Si vous avez 1200 personnes, 1500 personnes dans vos entreprises, c'est de la très grosse PME. Peut-être qu'il va se poser la question d'avoir une personne un peu plus à temps plein parce que vous allez avoir un cadre normatif à respecter. Vous faites affaire dans l'aviation avec le CMMC aux États. Ça va vous prendre quelqu'un qui va gérer la conformité. Vous avez un ISO, un SOC 2, un PCI. Parce que traiter des cartes de crédit, ça va vous prendre quelqu'un de plus cybersécurité pour organiser les différentes actions. Vous êtes plus petit, ça va s'adapter. Vous avez peut-être moins de risques, en tout cas, vous avez besoin de l'accompagnement un peu sporadique. Et encore une fois, c'est comme un médecin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul traitement magique et puis le médecin, il donne le même traitement à tout le monde qui voit. Il faut
adapter la réponse le mieux possible avec les risques qui sont dans l'entreprise. Et puis, encore une fois, il n'y a pas une solution magique, il n'y a pas une boîte qu'on met, puis paf, tout est réglé. Si jamais quelqu'un là, il faut nous appeler. Il y a tellement de monde qui aimerait avoir ce genre de choses-là. Puis c'est un des problèmes en grande entreprise où ils ont l'impression d'acheter ce genre. Il y a même une compétition à qui va acheter la plus grosse boîte pour ça. Et ça n'amène pas. Puis quand on arrive en PME, on n'a pas les moyens de mettre de l'argent sur des choses qui ne servent à rien. Des mesures de sécurité qui sont soit réduisent la productivité de façon trop importante ou qui n'arrivent pas à sécuriser adéquatement. C'est de l'argent qui normalement aurait pu être mis ailleurs, qui est inutile. Donc, c'est très important d'avoir du conseil adéquat de ce côté-là, justement, pour faire des investissements corrects. Puis, c'est vaut mieux payer un expert qui va nous aider à choisir la bonne solution qui, à long terme, va nous éviter les risques et va mettre les bonnes solutions en place au lieu de faire l'autruche, comme tu mentionnais, puis de subir les risques ou de penser qu'on s'y connaît puis de dépenser des sommes astronomiques dans des choses qui n'ont pas de sens. Et encore une fois, la cybersécurité, la menace évolue. Les méchants, les technologies existent, l'automatisation est de plus en plus présente. C'est très facile de basculer dans le monde des cybercriminels. On est caché, un peu protégé. Alors, il y en a qui font des bêtises puis qui se font avoir vraiment. Mais c'est des petits crimes, c'est des petits quelque chose. On est capable de se protéger. Donc, c'est très facile. On parlait de tout le monde peut être victime parce que à cause de l'automatisation, puis etc. Donc, et donc, il y a de l'évolution. Donc, il ne faut pas prendre l'arsenal complet jour zéro qu'on ne sera pas capable de mettre en place, qu'on va avoir un faux sentiment de sécurité, parce qu'on a mis le gros prix. Mais il faut pouvoir évoluer rapidement. Et puis, dans une entreprise de taille moyenne, une PME, il faut être beaucoup plus agile, beaucoup plus adapté, avoir des réponses beaucoup plus simples, adaptées et simples pour se protéger, plutôt que d'essayer de courir à la boîte magique qui fera tout fonctionner, la poudre verte qui va tout faire fonctionner ou la boîte magique qui va tout faire fonctionner. J'aimerais bien avoir ça, ce serait cool. Ce serait cool d'avoir cette solution-là. Malheureusement, la menace évolue, nos usages évoluent aussi. Le télétravail est assez... c'est passé commun, mais on est devenus tous administrateurs de réseau, administrateurs système chez nous dans nos maisons. Oui, on a des réseaux domestiques maintenant qui sont rendus surpuissants par rapport à ce qu'il était avant. Puis l'autre aspect aussi d'avoir un expert qui nous accompagne parce que toutes les entreprises qui innovent, qui continuent à évoluer, eux aussi vont introduire de nouvelles technologies en dehors de la cyber qui vont justement avoir un impact sur les éléments de cyber. Donc, ils doivent être accompagnés. Puis, c'est pas très long à accompagner. Un expert va être capable de vous accompagner en moins d'une demi-journée en général pour ce genre de choses-là, pour des petites interventions. Puis, il y a probablement juste les grandes évaluations qui sont peut-être un peu plus dispendieuses en temps, donc en argent, incidemment. Mais encore là, il existe des moyens ou des subventions qui peuvent justement aider les PME à passer à travers ces grands jalons ou ces premiers grands jalons de sécurisation. Typiquement, la C25, on a toute une équipe pour accompagner des clients sur l'implémentation, la mise en place, la compréhension. Est-ce que je suis soumis à la C25 parce que c'est quand même pas mal une révolution par rapport à la PRP. Il y a des sanctions. Donc dès qu'on dit sanctions, quand on va voir le directeur financier puis qu'on lui dit ouh là là, attention, il y a de l'argent qui pourrait disparaître à cause de ça, il ne l'a pas prévu dans son budget. Donc il faut faire attention. Donc il faut sensibiliser, expliquer, changer des mauvais comportements. On a l'habitude de tout stocker. Ça, c'est grâce à la sensibilisation. Puis toute la chaîne. Alors, ça commence par le haut de l'entreprise. Parce que si le patron de l'entreprise, il n'est pas conscient de ça, il ne peut pas faire ses rappels, il ne peut pas glisser un mot, il ne peut pas s'assurer que c'est le premier responsable, je rappelle, dans la C25. Si le patron d'entreprise, c'est lui qui est le délégué aux données personnelles. S'il n'a pas transféré ça à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, c'est lui la première personne à être répondant si jamais il y a un problème. Et puis, au sens de la loi, donc, ça veut dire s'il y a une poursuite par la CAI, la commission d'accès à l'information, etc. Donc, il faut qu'ils soient sensibilisés, qu'ils comprennent, et puis bloquer les mauvais comportements. Donc ça, c'est de l'accompagnement qui peut être fait. Et là, il y a du financement au travers d'Insecem, par exemple, qui est capable de financer des accompagnements, s'assurer qu'on est bien en bonne ligne. Et
Et encore une fois, voilà, sensibilisation, explication, mettre en place certains éléments, bloquer les mauvaises pratiques, mettre un petit calendrier d'application, et puis vous êtes capable de traverser. Alors, on est d'accord que la loi a été promulguée il y a un petit moment, hein, donc là on est dans la version où les pénalités sont activables. S'il y a des gens qui se disent je ne sais pas c'est quoi, ils sont déjà en retard. Ok, donc c'est le temps de faire une petite vérification, le petit contrôle technique du véhicule, de la voiture avant de partir pour l'aventure dans le Grand Nord. Tout à fait, c'est justement... Oui, puis les routes sont longues au Québec pour les Européens que je croise. Elles sont belles, mais longues. C'est un peu une surprise, fait que ça peut être difficile de trouver du support ou de l'aide si le véhicule tombe en panne. Donc effectivement, puis au moment de diffusion de cet épisode-ci, la deuxième phase de la loi 25 va être rendue en action, donc les pénalités vont être rendues en action. Fait qu'au moment où vous écoutez ceci, tous ces éléments-là vont arriver, donc soyez prudents, mettez vos énergies, on espère sensibiliser. Moi, ça fait le tour des questions que j'ai pour toi. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais discuter? Alors, je pourrais parler énormément de plein de sujets, de plein d'histoires à raconter. Ce qui est quelque chose qui est important, c'est s'informer, c'est déjà se sécuriser. Et ces premiers éléments, puis ce message-là, il est important pour les patrons d'entreprise. Ce n'est pas une option, c'est ce qu'on disait en entrée, la cybersécurité. Ce n'est pas dispendieux si on le fait en se connaissant, en mettant ces quelques étapes d'accompagnement qui permettent de partir correctement, de connaître, de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va pour... on ne veut pas éviter l'accident, on ne veut pas être dans les nouvelles. Puis je veux dire, personne ne veut être dans les nouvelles, personne ne veut être dans une gestion d'incident. Parce que ça brûle du monde, ça brûle des énergies, ça brûle de l'argent, ça brûle des entreprises, ça peut brûler même des familles. Parce que quand vous êtes pris pendant 3 semaines sur un incident à pas dormir, ça peut vraiment vous mettre dans le trou. Donc, je veux pas vous rencontrer ce jour-là. Je veux vous rencontrer avant parce que pour prévenir ça, éviter les accidents, le risque zéro n'existe pas, mais au moins, on sera capable d'être plus agile, de pouvoir remonter. Ah, c'est bien contrôlé, effectivement. C'est sûr que je vais te réinviter parce que ces histoires-là vont être intéressantes, un peu genre la fireside, genre un feu de camp et on va se raconter des histoires de peur. C'est sûr qu'il faut le faire aussi, ça fait partie d'un peu de l'état de sensibilisation, mais c'est sûr que je te réinvite pour discuter encore plus en profondeur de ces éléments-là. Avec plaisir. Merci énormément. Belle journée, merci à tous.